Énergie Cameroun 2021, les mesures de sécurité prennent de l'altitude dans les aéroports. Arrêt ce soir à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Dans les points enregistrement et embarquement, c'est le plus de week-end ce dimanche. La naissance des Jeux se marque suite à la réunion des ministres des Sports d'Afrique centrale. Ces Jeux remplacent le tournoi de football autrefois organisé par la communauté. Un pas de plus vers un but commun. On en parle ce soir. Et puis Fecafoot Minsep à quand le coup de sifflet final du duel qui perdure. Question au cœur de notre page spéciale Top Sport. Conflit de compétences ou conflit d'intérêts, c'est à suivre dans le 20h30. C'était les titres. Les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le Cameroun recevra une foultitude de personnes à l'occasion de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Ces spectateurs entreront au Cameroun par, entre autres, l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. L'aéroport a renforcé sa sécurité et sa sûreté grâce à un dispositif répondant aux normes et standards internationaux. Qu'est-ce qui est autorisé ou interdit dans les aéroports? Zoom ce soir sur les mesures de sécurité dans l'espace aéroportuaire. Joël Igor Abanda. Entrée de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen ce vendredi 30 juillet 2021. Ici, les agents opérationnels de sûreté passent au contrôle tous les véhicules et usagers qui entrent à l'aéroport. Le contrôle et la coordination sont liés par des vidéosurveillances. Il faut signaler toutes les entrées officielles. C'est la raison pour laquelle les véhicules de l'ambassade du Nigeria ont été annoncés. Les mesures de sécurité deviennent plus strictes ici au poste de contrôle accès aérogare passager avec la barrière levante. Aucun véhicule n'y a accès sans être contrôlé. Cette sûreté nous permet d'éviter les actes d'intervention illicites, de faire en sorte que nous puissions avoir des vols sûrs. Des équipements de sûreté ont été renforcés ici, en dehors du détecteur des métaux portables, du portique RX, l'aéroport détient désormais des LED. Ces détecteurs qui relèvent toute trace d'explosifs liquides dans les bagages qui doivent aller dans la soute de l'avion. Ici, au tri centralisé, le passager est passé au peigne fin. Le portique RX vient de détecter un objet métallique dans les bagages de ce passager, une trousse d'outils pour manucure. La brigade canine, avec ses chiens reniflables détecteurs d'explosifs, s'assure que ces bagages ne contiennent aucun explosif. L'État du Cameroun a mis vraiment des moyens pour transformer le monde de la sûreté. Aujourd'hui, on n'a plus pratiquement rien à envier à certains grands aéroports. La sécurité et la sûreté ici à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, c'est aussi cette voie de contournement qui est désormais ouverte aux populations qui vivent autour de l'aéroport. Plus question de violer l'espace de l'aéroport international de Nsimalen. Les procédures deviennent plus pointilleuses encore au niveau des points d'enregistrement et d'embarquement des passagers. Les équipes de sécurité filtrent tout au passage des quelques 400 personnes en moyenne que l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen accueille au quotidien. Laurence Oukalia. Le voyage commence à l'arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Vers vous, un cortège constitué de 4 véhicules. Tous sont des véhicules militaires. Le dernier véhicule étant Charlie Echo 869 Junjun. Le premier contrôle est facial et permet d'identifier les individus suspects. Le deuxième est celui des véhicules et le dernier concerne les documents de voyage. Ensuite, les passagers peuvent rentrer dans le hall principal où les autorités procèdent à la vérification de validité des pièces de voyage, billets d'avion, passeports, etc. avant de passer le relais à la compagnie aérienne pour l'enregistrement. Puis, un autre contrôle, cette fois-ci par la police, qui valide l'accès à une autre étape, celle de l'enregistrement des bagages. Ensuite, escale en territoire anti-Covid-19, un pavillon obligatoire dans tous les aéroports depuis 2 ans aujourd'hui. Il occupe tout tunnel ici à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen.
Pour accéder à la salle d'embarquement, un dernier contrôle. C'est une fouille au corps qui exige aux passagers d'enlever tout objet métallique, chaussures, etc. Mon rôle consiste à faire un contrôle rapide documentaire, c'est-à-dire le passeport et la carte d'embarquement. On est accompagné par un personnel qui est dévoué lorsqu'on a une quelconque difficulté. Dans la salle d'embarquement, la vue sur le tarmac de l'aéroport met déjà les passagers sur un petit nuage, rassurés de s'envoler dans la légalité. Les passagers à destination du Cameroun sont donc avisés. La CEMAC fait sa mue. Le tournoi de football jadis organisé par la communauté disparaît pour céder sa place aux Jeux. Les universités de la sous-région se voient dotées désormais d'une compétition. Résolution prise lors de la réunion ad hoc des ministres des Sports de la zone CEMAC. Réunion tenue par visioconférence à Garoua dans la région du Nord. Germain Oualissingue. Aujourd'hui, le sport dans une communauté est davantage un bien social, un facteur d'intégration. Après 20 ans, la Coupe CEMAC devait dépasser le seul champ footballistique, surtout avec l'émergence des talents en Afrique centrale. Il y a bien des disciplines sportives qui sont pratiquées dans nos États avec beaucoup de bonheur, beaucoup de succès et qui ont permis à des athlètes de haut niveau dans nos pays de s'épanouir et de donner des titres de noblesse et de gloire à nos États membres. Plusieurs disciplines ont été pressenties pour figurer dans l'assiette de la nouvelle formule. Foot féminin, basketball, cyclisme, athlétisme et sport pour handicapés. Les participants ont adopté à l'unanimité la résolution d'explorer désormais d'autres voies pour mobiliser les ressources. Cette soutenabilité doit s'accompagner de moyens ou de sources de financement sereines. D'où l'idée émise et adoptée de l'ouverture vers des entités privées. Entre autres décisions, l'institution des Jeux universitaires zonales, des résolutions qui attendent d'être amendées au cours de la prochaine conférence des chefs d'État. Mais d'ores et déjà, la prochaine Coupe CEMAC est prévue au Cameroun en 2022, 8 ans après la toute dernière. Ce soir, l'acte 3 de notre série dominicale sur le cacao fait un focus sur la création des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. L'intérêt de l'interprofession étant de rendre le cacao d'origine camerounaise plus compétitif. D'autres détails avec Luc Bienvenu Onana. L'histoire avait fait grand bruit il y a une dizaine d'années. 30 000 tonnes de cacao camerounais étaient refoulées du marché international. Et pour cause le non-respect des bonnes pratiques post-récolte. Lorsque un cacao d'une autre origine était payé à 100 francs, c'est un exemple, chez nous, on disait votre cacao, compte tenu de la mauvaise qualité qu'il présente, on nous donnait 40 francs. Depuis lors, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café travaille pour la qualité qui ne trompe jamais, et ceci au travers des centres d'excellence. Le produit qui sortira de nos centres d'excellence bénéficiera d'un prix garanti pendant toute la campagne. Pour y parvenir, les groupes d'initiatives communes sont mis à contribution en proposant quelques pistes d'accélération du processus. Les semences en qualité et en quantité, la structuration des organisations. Il faudra aussi jouer sur l'aspect des produits phytosanitaires. Au total, 6 centres d'excellence cacao ont déjà été construits par le CICC et les résultats ne se sont pas fait attendre en termes d'amélioration des revenus du producteur avec le prix du kilogramme de cacao qui tourne autour de 1600 francs CFA depuis 2 campagnes. Le rapport diagnostic et de présentation des plans de relèvement socio-économique Covid-19 d'ONU Habitat a été validé au ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Au cours de ces assises, les panélistes ont présenté les plans d'action mis sur pied pour la lutte contre la pandémie à coronavirus dans les communes concernées. Le compte rendu, Amina Habiba.
Baisse des chiffres d'affaires, suppression d'emplois, arrêt des investissements. Le coronavirus n'a pas seulement aligné des chiffres macabres, il a aussi effiloché le tissu économique. Comment atténuer ces effets dans certaines villes camerounaises? Tout l'enjeu de ce projet porté par ONU Habitat. L'étude, conduite par les communes de Bafoussam 3e, Douala 4e et Yaoundé 2e, a posé un diagnostic sans complaisance pour mieux amorcer la relance économique. L'étude, qui est menée depuis octobre 2020 sur le terrain, souligne que les habitants des communes ciblées ne mesurent pas toujours les risques du Covid-19. Les mesures barrières ne sont pas toujours respectées. Elles prescrivent l'urgence d'une sensibilisation plus accrue. La suite du journal pour dire que Amina Gerba, camerounaise d'origine, naturalisée canadienne, a été désignée le 29 juillet dernier sénatrice indépendante au Parlement canadien par le gouverneur général du dit pays avec 4 autres personnes. Née à Bafia le 14 mars 61, Amina Nlun Abba émigre au Canada en 1986 avec son époux Gerba Malam, présentateur vedette du 13h de Radio Cameroun. Jean-Pierre Congé signe le portrait de la sénatrice indépendante de la division sénatoriale de Rigaud dans la province du Québec. Âgée de 60 ans, Amina Gerba est la 18e enfant et dernière fille d'une fratrie de 19 où les filles, à part elle, n'allaient pas à l'école. Rompant donc avec les habitudes de la famille Abba Gerba, elle a fréquenté l'école principale d'Obek à Balmayo et l'école principale de Bafia pour ce qui est du primaire. Au secondaire, elle séjournera au lycée de Berthois et au lycée Général Leclerc de Yaoundé. Au moment où elle quitte le Cameroun en 1986 avec son époux, une icône et présentateur vedette du 13h de Radio Cameroun, Gerba Malam, Amina Gerba est titulaire d'un probatoire. Un cursus qu'elle complétera au Canada avec un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation gestion et intervention touristique en 1992 et un Master of Business Administration en 1993, obtenu à l'École des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal. Dès lors, elle a voulu être le trait d'union entre le Canada et son continent d'origine, l'Afrique, en créant le groupe Afrique Expansion en 1995. Très connue du monde des affaires et de l'univers politique africain, Amina Gerba est aussi une entrepreneuse dynamique qui a réussi dans les cosmétiques, avec pour fleuron les sociétés Cariderm et Carilis qui misent sur les bienfaits du beurre de karité. Elle est au Canada une référence parmi les femmes chefs d'entreprise, donc classée parmi les 25 femmes les plus influentes dans les affaires au Québec. Et c'est comme ça donc que Mme Gerba a décidé de montrer aux Québécois dans un premier temps qu'il y a une Afrique qui n'est pas seulement une Afrique qui souffre, mais il y a une Afrique gagnante. Amina Gerba, c'est également la présidente du conseil d'administration de Entreprendre Ici, un organisme créé par le gouvernement du Québec pour venir en aide aux entrepreneurs de la diversité culturelle. Félicitations à cette compatriote. L'École nationale d'administration et de magistrature ENAM abritait cette semaine un symposium anti-corruption. La rencontre présidée par la ministre déléguée à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État visait à édifier les participants sur les meilleures pratiques de lutte contre la corruption et les mécanismes de transparence. Plus de détails avec Yvonne Gaël-Avébé. C'est un engagement ferme pris ce jour par les élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM à ce symposium sur la lutte contre la corruption. Une initiative du département d'État américain, encouragée par le ministre délégué à la présidence de la République, chargé du contrôle supérieur de l'État, Rose Mba Achafor Mundam, et d'autres institutions chargées de la lutte contre ce fléau, véritable gangrène pour notre société. Si on imagine le mal que la corruption a causé au Cameroun, on peut souhaiter que nous tous, nous pouvons être des acteurs de lutte contre la corruption. Les élèves de l'ENAM, futurs gestionnaires des deniers publics, ont saisi cette occasion pour approfondir leurs connaissances sur les principes et les pratiques dans ce combat. Le maire de Banganté prend officiellement les rênes de sa commune. Éric Emeniat était installé hier samedi par le préfet du Ndé. Ernest Ewango Mboudou lui a recommandé de travailler d'arrache-pied pour le développement de la ville de Banganté. C'était en présence du président du Sénat, Marcel Nyat Ndifendi. Christelle Mbaeso de CRTV Ouest.
Le triomphe du développement de Banganté passe par tous. C'est à travers cet appel qu'Éric Niat prend les commandes de la mairie de Banganté, conscient des défis qui l'interpellent. C'est adresser le problème d'eau qui sévit réellement ici à Banganté. Dans son allocution d'installation, le préfet Djundé est revenu sur le rôle du maire, de même qu'il a formulé quelques recommandations. Le maire doit se délaisser d'un certain nombre de comportements aujourd'hui, se tourner résolument vers l'apaisement et la recherche de la satisfaction de l'intérêt général. Âgé de 47 ans, Éric Emeniat, chevalier de l'ordre du mérite camerounais, a désormais la charge de conduire un peuple estimé à environ 200 000 âmes vivant sur une superficie de 1524 km². Dans notre série Cameroun mon beau pays, allons visiter des bâtiments datant de plus de 100 ans à Bamenda, des bâtiments construits par des Allemands en période coloniale. Ces vestiges font office d'héritage et permettent de revivre des tranches de l'histoire du Cameroun. Visite guidée des traces allemandes au Cameroun avec Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. Ce bâtiment construit il y a un peu plus d'un siècle est aujourd'hui la préfecture de la Mézam. Sa solidité est impressionnante. Les matériaux utilisés sont pourtant autour de nous. Comme ce bloc administratif, la ville de Bamenda regorge plusieurs sites construits par les Allemands. Upstation, la partie surélevée de la ville, était leur quartier général. Ils ont choisi de rester ici en haut parce que c'était mieux protégé et qu'ils pouvaient voir un danger qu'il arrive très loin pour prendre certaines mesures. Ces infrastructures allemandes constituent l'une des fiertés des habitants de la ville de Bamenda. Ça nous aide à connaître notre histoire et ce que les Allemands ont pu laisser avant d'y aller. Et ça nous encourage aussi à faire quelque chose pareil pour la nation. Ce qu'on peut faire, c'est de protéger, soit augmenter ou bien renouveler, mais préserver ce que les Allemands ont fait. L'école publique de Upstation continue de scolariser les enfants, tandis que le quartier d'IRE est toujours habité par les cadres administratifs. Des œuvres qui témoignent d'un patrimoine culturel laissé par les Allemands, dont les traces restent perceptibles à Bamenda, à travers une architecture singulière. Un peu plus de 100 ans après le départ des Allemands du Cameroun, les œuvres restent encore perceptibles sur place à travers des infrastructures qui embellissent la ville de Bamenda comme celle que vous voyez. Et il faut dire que leur préservation pourrait attirer un peu plus de touristes dans le nord-ouest. Des vacances utiles pour les jeunes et les enfants qui se prêtent volontiers à de nombreuses activités. Une jeune dame, Françoise Tabi, a choisi d'initier une vingtaine d'enfants à la créativité picturale, à la décoration, à la customisation à Yaoundé. Les petites mains ont 30 jours pour flirter avec l'art. Voici le reportage de Léa Moukika. Toutes ces œuvres ont été faites des mains de ces enfants dont l'âge varie de 4 à 15 ans au cours des ateliers de formation en peinture sur porcelaine, en création de bijoux, en confection des rangs de serviettes ou en fabrication des fleurs en papier cartonné, comme c'est le cas aujourd'hui. Une formation qui occupe les enfants de façon utile en cette période de vacances n'est pas toujours facile pour les encadreurs. Pourtant, Françoise prend toujours autant plaisir à enseigner ses enfants dans son atelier. La discipline et puis essayer de travailler dans le calme. On s'en sort. Mathis, la plus jeune de cette session, manie le papier telle une professionnelle. Je vais décorer ma chambre avec la fleur. La formation qui se fait toutes les vacances en plusieurs vagues, la première étant achevée ce 30 juillet, la prochaine commencera en début du mois d'août. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
Ces rappels anti-Covid-19 nous conduisent tout droit dans notre page spéciale La Belle Histoire. C'est une histoire captivante, d'autant plus qu'elle nous vient des armées. Au moment où nos forces de défense sont éprouvées sur divers fronts, un Camerounais est sorti major de la dernière promotion de l'école militaire française de Saint-Cyr, la mère des écoles d'officiers en France. Protais Mbaladi a triomphé à 24 ans, major de promotion. L'ambassade du Cameroun en France lui a réservé un accueil digne du lion parti vaincre au loin plusieurs nations. C'est la belle histoire de la semaine, signée Serge Atangana-Bissot. Ça a dû faire un choc à ceux de ses camarades de fac, autres copains de foot qu'il avait perdu de vue. Ces images de Protais Mbaladi qui ont défilé en boucle toute cette semaine. Le jeune est major, képi ceinturon, épaulettes, dragon de sabre, aiguillettes, éperons, gants et sabres aux couleurs insignes de Saint-Cyr, la prestigieuse école militaire. Dans chaque privé, il y a des gens qui font des formations et il y a forcément un classement. Alors, l'école spécialité de Saint-Cyr obéit à une logique d'excellence. On s'était quitté il y a un peu près de 3 ans, campus de Ngouekele. À 21 ans, Protais traitait sa 4e année, master en dynamique d'environnement et des risques. Avant de Saint-Cyr, j'étais étudiant à l'université de Yaoundé. J'ai fait 4 ans, puis je me suis présenté au concours qui se fait au niveau bac plus 2. En 2 étapes, une présélection pour déterminer le nombre de candidats, puis une sélection qui est harmonisée avec tous les pays qui sont représentés aux écoles, et ce n'est qu'à l'issue de la sélection que j'ai été admis. L'ambassade lui a fait un triomphe. Il lui remet solennellement le glaive en lui faisant sa recommandation. Quand tu auras tout perdu, souviens-toi qu'il te reste l'honneur. Tels sont les mots qui accompagnent ce sabre. Rajoutons-y ce supplément d'âme, amour du pays. Tout Cameroun est très envisagé. Ce n'est même pas une question qui se pose parce que nous sommes venus ici, le Cameroun nous a envoyés. Et on obtient ce bel officier des armées, 205e cuvée de la maison mère des officiers de France. La belle histoire de la semaine au Cameroun. L'artiste de la semaine ce dimanche est un jeune qui fait entendre sa voix et ses belles mélodies sur les réseaux sociaux qu'il a investi pour se faire un nom dans le riche répertoire musical camerounais. Marty Danak nous vient de la région du Sud Cameroun. Il chante avec passion, émotion et engagement. L'artiste de la semaine, une signature de Anissé Sistericiane de CRTV Sud. Retrouver le temps d'un week-end dans le cocon familial Sizame Kalad, le jeune artiste de 28 ans s'est saisi du micro, aussi bien pour chanter que pour raconter ses débuts dans la musique. Je chante depuis toujours et en partant du lycée en 2011, je me suis inscrit au club musique à l'université. J'ai fait des concours de musique ça et là, j'ai chanté au cabaret, j'ai été chef d'orchestre. Et surtout, j'ai remporté en 2019 le Valentine's Tour Music Challenge. Mais le titre qui me révèle le public et qui marque ma naissance artistique au Cameroun, c'est Mamour. Une chanson en hommage à toutes les mamans. Tu n'auras jamais qu'une heure, tu n'auras jamais qu'une heure. Moulé dans la rigueur familiale, ce doctorat en sciences politiques a pendant longtemps dissimulé cet amour pour la musique afin de ne pas trahir la confiance de son géniteur. Étant donné que le parcours scolaire était déjà bien assumé, cela ne m'avait nullement importuné. Après les reprises, singles et autres collaborations, ce porte-étendard de l'ethnofusion, sorte de métissage des rythmes et musiques avec un fort ancrage autour de la langue étonne, est actuellement en studio, d'où il sortira bientôt avec un album dont le titre Aurore laisse déjà présager ses ambitions. Après ces bons moments, nous voilà dans la page triste du journal. Des hommages ont été rendus ce dimanche à Cheikh Oumarou Malam Djibrine, président du Conseil supérieur islamique du Cameroun, décédé vendredi dernier à Yaoundé. Des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, des leaders religieux et des fidèles musulmans étaient réunis à la mosquée centrale de Yaoundé-Briqueterie et ont élevé des prières afin qu'Allah accueille l'âme du disparu Augustin Guizana. Comme un culte interreligieux à la grande mosquée centrale de la Briqueterie à Yaoundé. Une foule immense de fidèles musulmans, mais aussi de nombreux leaders religieux, toute obédience confondue, se sont retrouvés. La grande prière du vendredi se déroule en présence de la dépouille d'un guide religieux terrassé par un AVC.
laissant famille, amis et connaissances sans voix. Nous l'avons perdu hier à 2h. C'est une profonde douleur pour nous. Chaque vendredi, c'est lui qui fait la grande prêche avant que je fasse l'entrée à la mosquée. Et voilà, aujourd'hui, voilà une grande prière qui va se passer. Mais voilà ce qu'Allah a voulu de lui aujourd'hui pour retourner vers le Seigneur. Cheikh Oumar Malam Djibrine n'est plus. Un vide que ressent la communauté musulmane, mais aussi les leaders religieux d'autres bords. Cheikh Oumarou a passé toute sa vie à œuvrer pour l'islam. Des différents témoignages, on retient que ce sexagénaire aura passé toute sa vie à la conquête de la paix. Nous perdons là une personne centrale dans ce qui pouvait être la construction d'un pays qui se veut uni et qui se veut prospère. Prédicateur dans les mosquées et médias, il a été panéliste de l'émission Connaissance de l'Islam depuis 1986 sur la CRTV. Cheikh Oumar Malam Djibrine a été conduit à sa dernière demeure dans la stricte tradition musulmane. Toutes nos excuses pour cette confusion de reportage. Nous reviendrons sur le bon reportage au cours de ce journal. Le patriarche Basile Yara repose désormais dans son village natal en Komtou 1, arrondissement de Soham. Il a été conduit à sa dernière demeure hier samedi au cours d'une messe funéraire dite par Monseigneur Christophe Zoua, évêque du diocèse de Saint-Mélimar. C'était également en présence de l'ancien Premier ministre Philémon Yan, d'une importante délégation du CERAC et des amis et membres de la famille du défunt. Plus de précisions avec Étienne Pascal Azégué. L'acte 1 de la célébration de la vie du patriarche Basile Yara se déroule à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé avec la levée du corps, en présence de certains membres du gouvernement, des membres du CERAC et de la famille du défunt. L'acte 2 se poursuit au monastère des bénédictins du Mont-Febeu au cours de la messe pontificale dite par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. L'acte 3 et l'apothéose se passe en Komtou 1, son village natal, où un hommage est rendu à cet homme pieux, généreux, courageux, un monument de la famille Emombo. Tous les témoignages et l'homélie de Monseigneur Christophe Zoua sont unanimes sur les qualités de ce cadre qui a servi pendant 35 ans à Air Afrique et à la Camer. Papa était tout pour nous. Je devais lui rendre cet hommage. Parce que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à papa. Les mots me manquent. Les mots me manquent parce que c'est une vraie déchirure. Tu nous laisses orphelins. Orphelins de partout. Surtout dans ce village. Et c'est sous ce baobab que se referme la terre d'un Komtou 1 sur un autre baobab, arrivé en fin de mission dans ce monde à 82 ans, laissant une veuve et de nombreux enfants et petits-fils éplorés. Le dernier crochet radiophonique de Jean-Marie Aïssi Etoundi, c'était hier samedi à Hala, une banlieue de Yaoundé. Le journaliste émérite, homme politique et chrétien engagé, a été conduit à sa dernière demeure. La célébration de la vie du premier chef de la station provinciale CRTV Est, ancienne appellation de CRTV Est, a drainé du bon monde. Alvin Giselzé. C'était au départ une voix et par la suite une plume. On parlait alors de la radiodiffusion du Cameroun. Le départ de Jean-Marie Aïssi Etoundi, journaliste éclectique, le 14 juillet dernier, est une perte énorme, aussi bien pour ses enfants que pour ses amis de tous bords. Je garde de M. Jean-Marie Etoundi le souvenir d'un fidèle serviteur de Dieu, le souvenir d'un homme affable qui était généreux, chaleureux, jovial. Les pas de danse rythmés d'une silaour sont exécutés en la mémoire du patriarche. Le troisième fils de l'illustre disparu, Éric Etoundi, devra désormais assurer la relève. Ce n'est pas évident de perpétuer une telle mémoire. Papa, on le qualifiait de lion. Lion parce que c'était quelqu'un de très courageux, de fort. Tous les témoignages parlent d'un homme qui a laissé des marques indélébiles. Premier chef de la station provinciale de la radio CRTV Est, rédacteur en chef de la presse parlée de l'Union nationale camerounaise, attaché de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le curé de la paroisse de Ahala 3, l'abbé Dieudonné Atangana, saisit l'occasion pour inviter l'auditoire à plus de foi aux promesses divines, seule source de réconfort en pareille circonstance. La chorale Notre-Dame du
du monastère des bénédictins du Mont-Fébé fait ses adieux à son organiste en chef. Jean-Marie Aïssé Toundi quitte la scène à l'âge de 72 ans, entouré de ceux qui lui sont chers. Retour sur ces prières qui ont été élevées vers Allah en la mémoire de Cheikh Oumarou Malam Dibrin, président du Conseil supérieur islamique du Cameroun, décédé vendredi au petit matin à Yaoundé. Les cérémonies du 3e jour se sont déroulées à la mosquée centrale de Yaoundé, briqueterie en présence de nombreuses personnalités. Augustin Guizana. 3 jours après le décès du président du Conseil supérieur islamique du Cameroun, et comme dans la tradition musulmane, la mosquée centrale de Yaoundé Briqueterie a abrité un culte d'hommage et de revoir à l'illustre disparu. La CADIR vient de perdre son président du Conseil permanent, membre fondateur de la CADIR. Nous sommes vraiment orphelins. Mais par rapport à l'œuvre que l'homme a bâtie au sein de la CADIR, il était un constructeur de ponts entre les hommes et entre les religions. Un homme de paix. Cette dernière phase des obsèques s'est déclinée en 2 points essentiels. Au sein de la mosquée, la lecture du Saint-Coran et une série de témoignages des hommes de différentes obédiences. Puis, c'est la prière finale, dite par le grand imam de Douala. Elle marque ainsi la fin des obsèques en l'honneur de Cheikh Oumarou Malam Dibrin. Le tout se déroule en présence de nombreuses personnalités. Des membres du gouvernement parmi lesquels le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey, les ambassadeurs de l'Égypte au Cameroun, son excellence Abdelhamed Mahmoud Soliman, celui du Sénégal, son excellence Kar Diouf, des leaders et dignitaires religieux et des amis du défunt venus du Cameroun profond. Nous pleurons ce grand homme. Nous avons pleuré, nous sommes en train de pleurer et nous continuerons certainement à le pleurer. Mais alors, à l'impossible nous n'est tenu parce que Dieu a bien dit que nous sommes poussière et nous allons retourner poussière. Sur le plan intra-islamique, il a servi véritablement de courroie de transmission entre les différentes organisations islamiques au Cameroun. Né en 1954, le défunt président du Conseil supérieur islamique du Cameroun a été présenté comme un modèle de foi et de dévotion à Allah. De nouveaux professionnels d'été ici sur le terrain, les nouveaux lauréats formés au centre IAI d'Obala dans la Lé qui ont reçu leur parchemin de fin de formation, c'était en présence de Armand Claude Abanda, le représentant résident de IAI Cameroun. Michel Renaud-Wandia. Ces 89 lauréats formés à l'antenne IAI d'Obala sont désormais capables d'explorer les atouts qu'offre le digital. Cette formation va beaucoup m'aider dans mes activités. Ça peut aussi me permettre de trouver un autre petit emploi. La cérémonie de remise des parchemins à ces récipiendaires de la promotion Cyril Bellianguiaro est restée un moment de reconnaissance aux efforts entrepris par le président de la République en faveur de la promotion des TIC. Ces populations dynamiques dans le monde des affaires, dans le monde de l'agriculture, dans le monde intellectuel, dans le monde même de l'éducation, l'enseignement, de la culture. Tous ces éléments-là vont faire que, grâce au numérique, Obala soit très haut. Issus des différents secteurs d'activité, les apprenants de l'année académique 2021 de ce centre entendent être de véritables ambassadeurs dans l'usage des TIC. La Sanaga maritime dit non aux atteintes aux institutions républicaines à travers une marche de soutien au chef de l'État initiée par la fondation Jessim. Les populations de la ville d'Édé ont tenu à réitérer leur attachement aux institutions de la République et à celui qui les incarne. Franck Ndiam de CRTV Littoral nous en dit plus. De la préfecture au rond-point du quartier Amour en passant par le centre commercial, les populations de la ville d'Édéa, encadrées par les autorités traditionnelles, ont dit non à la déstabilisation des institutions. Nous avons estimé qu'il était important de dénoncer cela avec beaucoup de sérieux pour que cela ne se répète plus jamais. Une prière interreligieuse a été dite pour la paix à la grande satisfaction de l'élite présente. Celui qui marche sur l'État ne connaît pas ce qu'il fait. Une marche de protestation ferme contre toute tentative de déstabilisation du pays à travers le président de la République qui est la clé de voûte de l'ensemble des institutions. Par cette mobilisation spéciale, assortie d'une motion de soutien adressée au président de la République, la Ville Lumière dit oui à la paix au Cameroun.
Le sport, d'abord avec l'African Women Champions League. C'est une entrée ratée pour Louvmin Prof. Les Camerounaises ont été battues cet après-midi au stade Amadou Ahidjo 0-3 par les Malabo Kings de Guinée équatoriale. Il faudra désormais réaliser l'exploit au match retour pour espérer passer au tour suivant. Le résumé de la rencontre avec Georges Marcel Missila. C'est peut-être l'image qui résume la prestation mitigée des Camerounais cet après-midi. L'on ne jouait que la 18e minute et que déjà Mimban et ses coéquipières étaient sur les rotules. Menés au score et surtout dépassés par le défi physique imposé par les Malabo Queens. La première période ne se résumera qu'à d'incessantes vagues bleues sur les buts de Ange Gabriel Bayou qui s'inclinera du reste par 2 fois face à Rose Bella, la Camerounaise, adversaire d'un soir. Louvmin Prof a bien tenté de refaire son retard à l'entame de la seconde période. Mais l'illusion ne durera qu'un quart d'heure. Le temps pour Kameni d'inquiéter Ruth Sondé, la keeper des Malabo Queens. Le reste de la rencontre ne sera qu'une longue agonie pour les joueuses de l'entraîneur Poumier, martyrisées par Salimata Simpouré. Sarah Tabifor, Adama et la défense camerounaise vont encaisser un 3e but dans les arrêts de jeu. Un jeu sans rythme et sans imagination. 3 buts de retard sur son terrain. L'équipe de Louvmin Prof devra montrer un tout autre visage dans 2 semaines en terre équato-guinéenne si elle veut se qualifier pour le tour suivant. Dans notre page spéciale Top Sport, ce dimanche, nous nous intéressons à l'interminable conflit entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Le championnat de football professionnel est de nouveau à l'arrêt et les 2 institutions se rejettent des torts et des responsabilités. Joseph Guetta-Mandin dans Top Sport ce soir. À chaque saison sportive, le gouvernement disponibilise un montant de 910 millions de francs CFA à l'organisateur du championnat professionnel de football pour son fonctionnement et celui des clubs. La Ligue de football professionnel du Cameroun étant dissoute, c'est la FECAFOOT qui organise cette compétition depuis 3 ans. À ce titre, c'est elle qui reçoit et convoie le pactole. Les services du Premier ministre lui allouent une enveloppe de 350 millions de francs CFA et les 560 autres millions viennent du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Selon des informations puisées à la FECAFOOT, cette dernière a reçu l'intégralité de l'enveloppe des services du Premier ministre. Et à date, sur les 560 millions attendus du MINSEP, 200 millions ont été débloqués. Il reste que le ministère des Sports débloque 360 millions de francs CFA au profit de la FECAFOOT pour que le championnat puisse se poursuivre. Là-bas au ministère, aucun responsable ne veut se prononcer sur le sujet. Les raisons du blocage semblent inconnues, mais à la lecture de l'actualité, les derniers événements entre la FECAFOOT et le MINSEP au sujet de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT du 11 juillet dernier apparaissent comme la paume des discordes entre les 2 institutions. Le ministre avait interdit ces assises, mais le bras long de la FECAFOOT, matérialisé par la CAF et la FIFA, a sommé les pouvoirs publics camerounais d'éviter toute ingérence dans les affaires du football. Et du coup, une question taraude les esprits. Pourquoi la FECAFOOT sollicite-t-elle l'argent du gouvernement si tant est que toute action menée par ce dernier à l'endroit de la fédération est une ingérence dans les affaires du football? Le public et les affidés du football veulent comprendre ce paradoxe. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Joël Higou. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.